Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Chasse et Pêche Express. Aujourd'hui, une émission spéciale. Mes capsules web sont tellement populaires qu'on a réussi à vous les présenter exceptionnellement à la télévision. On regarde ces scènes inédites ensemble. Je suis allé magasiner pour vous pour voir quelques nouveautés de pêche qui pouvaient peut-être nous intéresser cette année. J'aime encourager les produits québécois, entre autres. J'aime regarder à droite et à gauche ce qui se passe. Ce qui a attiré mon attention cette année, c'est un genre de gel odorant qu'on peut badigeonner sur nos leurres et nos appâts. Et même, il y a une petite fiole à l'intérieur qu'on peut même vider à l'intérieur du gel, comme pour l'activer. On dit que c'est avec des phéromones de poissons blessés qui pourraient peut-être attirer des prédateurs. Donc, j'ai trouvé ça cocasse comme nouveauté de pêche. Mais également, moi, je suis un pêcheur à la truite et lorsque je veux changer de leurre, par exemple, de cuillère, que je trouve qu'elle n'est plus vraiment attirante, on ne sait jamais quoi faire avec notre fameuse cuillère ondulante et notre bas de ligne avec un verre après. Alors, une compagnie a inventé ce qu'on appelle le Rig Wrap, je ne sais pas comment le traduire en français. C'est une petite boîte en plastique et j'ai trouvé ça pratiquement très utile pour moi en ce qui me concerne. Alors, je rouvre ça et à l'intérieur de ça, je suis capable d'entreposer ma cuillère ainsi que mon leurre et mon hameçon. Il s'agit d'enrouler mon bas de ligne autour de la capsule de plastique et une fois que tout ça est déroulé, c'est une genre de roue dentelée et ça me permet de récupérer, sans l'avoir démonté, ma cuillère ainsi que mon bas de ligne. Donc, une petite boîte pratique que j'inclus dans mon coffre à pêche. Mais ce que je m'aperçois au niveau de tous les voyages que je fais, c'est une petite pièce d'équipement que chaque pêcheur devrait obligatoirement au moins avoir sur soi et que je suis toujours là en train d'en prêter un à droite et à gauche parce que personne ne pense à avoir ça. Il s'agit d'un coupe-fil. Ben oui, le coupe-fil sert entre autres, une fois que mon nœud est confectionné, ben je coupe le surplus de fil qu'il y a. Pour le pêcheur à la mouche qui confectionne ses bas de ligne ou ce qu'il doit faire 2 à 3 nœuds de répétition avec des bouts de fil qui dépassent, ça lui permet de couper les bouts de fil qui sont en surplus. Ou même, à la limite, on veut changer notre bas de ligne, on veut changer notre émerillon, le coupe-fil nous permet d'enlever notre équipement pour en attacher un nouveau. Bon, au niveau des coupe-fils, là, tout le monde me dit « Ah, c'est un vulgaire coupe-ongle. » Ah, pas tout à fait. J'en ai un coupe-ongle ici. Et j'ai même un petit peu de monofilament. Oui, en effet, si je fais la démonstration de monofilament que vous ne devez probablement pas voir parce qu'il est transparent, oui, je suis capable de couper mon fil avec le coupe-ongle. Mais ce qui arrive avec le coupe-ongle, souvent, c'est que je le manipule un peu bizarrement. Et la première affaire que je m'aperçois qui se passe, c'est que, il est démanché, il tombe en morceaux, je le perds dans le fond de la chaloupe, puis mon coupe-ongle, il devient inopérant. D'ailleurs, la lame concave pour l'ongle n'est pas vraiment bien adaptée à un fil à pêche. Fait que je le tasse, puis je vais me chercher un vrai coupe-fil. Le vrai coupe-fil, comparé à un coupe-ongle qui a la forme concave, lui, les dents forment une véritable mâchoire qui coupe directement carré. On ne se coupe pas les ongles avec ça, là. Mais je vous dis que n'importe quel bon monofilament, jusqu'à 40 livres de résistance, ça coupe franc et net. D'ailleurs, j'aime bien la palette ici comme appui de pouce. Moi, je me traîne toujours un coupe-fil que je manipule avec mes doigts pour la pêche à la mouche. Mais là, voilà qu'avec les nouveaux fils tressés, qui sont d'une dureté et d'une résistance telle, mon coupe-fil ne fait plus. C'est à ce moment-là que les compagnies sortent les fameux petits ciseaux pour couper les fils tressés et fusionnés. Et la nouveauté cette année, c'est un ciseau avec des lames de céramique. La céramique nous garantit des coupages de fils de toutes les résistances à de nombreux usages et c'est garanti pratiquement de façon à vie. Donc, ici, s'il vous plaît, amis pêcheurs, munissez-vous d'un bon coupe-fil, autant pour le monofilament que pour les fils tressés, parce qu'on passe notre temps à couper des fils. Puis je veux surtout pas vous voir vous servir de vos dents. J'en ai tellement vu des dents cassées à la pêche. Évidemment, tout bon chasseur archer ou ceux qui utilisent l'arbalète dans la préparation de leur saison de chasse se posent toujours la même question éternelle. Alors, cette question-là m'a été demandée, M. Lessard, c'est quoi la meilleure pointe de chasse pour nos engins de jet?
Alors, j'étais justement en train de confectionner mon carquois pour ma saison. Alors, je traîne toujours mes flèches dans un compartiment pour une fois qu'ils ont été bien ajustés. Ce qu'on a dit, qu'on appelle tuner une flèche, c'est qu'on va pratiquer sur des ballots avec nos pointes de chasse pour voir si elles sont bien balancées, si on est précis avec, quitte à sacrifier une pointe de chasse qui est quand même relativement dispendieuse, mais qu'à cela ne tienne, c'est un incontournable, on doit passer par là. Une fois que ma flèche est bien tunée, ça veut dire que c'est celle-là que je vais prendre comme première flèche à mon affût parce que c'est ma plus précise, bien là, je la garde précieusement et je viens confectionner finalement mon carquois que je vais insérer à mon arc ou à mon arbalète. Commençons par la pointe qu'on appelle fixe, munie de 3 tranchants, toujours à manipuler avec beaucoup de précaution parce qu'elles sont excessivement coupantes. Dans certaines situations de chasse, je vais les utiliser. Éventuellement, ça va être une soirée, par exemple, à la chasse à l'ours, où que le vent est inexistant. Parce qu'évidemment, les pointes fixes ont tendance ici à être plus susceptibles d'être déviées par une bourrasque de vent, étant donné qu'elles font quand même une emprise assez majeure sur la hampe de la flèche. Cependant, je n'ai pas à me soucier si elle va bien fonctionner lors de l'impact. Les tranchants sont à l'air et lorsqu'elle va pénétrer dans l'animal, elle va faire son travail d'hémorragie sans aucun problème. Sauf qu'il faut faire attention, encore une fois, aux conditions météo, ou si, par exemple, on est dans des broussailles, le fait qu'elle soit plus large que la hampe de ma flèche, elle est plus susceptible d'attraper une branche ou une brindille et de dévier de sa trajectoire. Donc, encore ici, dépendamment de ma distance de tir et de la bête que je vais sélectionner au niveau des conditions météo, c'est une flèche que je ne me gênerai pas d'utiliser. Cependant, ce n'est pas tous les jours que j'ai ces conditions parfaites-là. À ce moment-là, je vais utiliser ce qu'on appelle une pointe rétractable. La pointe rétractable, elle est, comme son nom l'indique, va se déployer à l'impact. Mais au moment que la flèche va voler dans l'air, elle aura, grosso modo, le diamètre de la hampe de ma flèche, ce qui fait que beaucoup plus susceptible de se faufiler à travers les brindilles, avoir moins d'emprise dans le vent et dans les conditions météo, donc va garder sa trajectoire plus précise qu'une pointe fixe. Lors de l'impact, et c'est à ce moment-là que les ailettes ultra tranchantes vont s'ouvrir et vont défaire un peu les organes internes de l'animal, encore une fois, coupant les structures vitales et causant la mort rapidement à l'animal qui va mourir par hémorragie. Les inconvénients de ces pointes-là, bien effectivement, si mon tir est de très, très rapproché, il se peut que lors de l'impact, mes ailettes ultra coupantes n'aient pas le temps de se déployer de façon conventionnelle, ce qui fait que le pouvoir tranchant et hémorragique de ma flèche sera perdu. Ce que j'aime particulièrement, c'est que dans les paquets de pointes rétractables, on nous envoie souvent une pointe de pratique qui pourra faire en sorte que je pourrai pratiquer pour être sûr que mes flèches sont munies quand même d'une grande précision. Donc, les pour et les contre d'une flèche à pointe fixe versus rétractable est conditionné souvent par nos conditions de tir, conditions météo, notre emplacement de chasse, l'animal que l'on veut convoiter. D'ailleurs, les gens qui tirent à l'arbalète n'aiment pas nécessairement les pointes rétractables parce que le choc de la mise en vol de notre flèche fait souvent en sorte que les ailettes de ma pointe rétractable vont se déployer lors de la mise à feu, ou si vous comprenez ce que je veux dire. En terminant, toujours munir souvent votre flèche d'une pointe lumineuse. Ici, je ne sais pas si on la voit, mais à la brunante le soir, ça nous permet de voir si notre tir est précis, il nous permet de retrouver notre flèche. Et toujours avoir avec soi un bloc de tir pour, au niveau de l'arbalète, pouvoir tirer dans notre bloc sans abîmer nos pointes de chasse. Connaissez-vous le verbe « enrapper » ? Ah, c'est pas un verbe que je viens d'inventer, mais beaucoup de pêcheurs sont là à conjuguer le verbe enrapper à peu près à tous les temps. Je me suis enrapé, je m'enrappe. Hier, je m'étais enrapé. Enrapper, tout simplement, un genre de langage de pêcheur qui veut dire « je me suis pris dans le fond avec mon agrès de pêche ». Rien de plus désagréable que de se prendre à quelque part avec notre hameçon et là de tirer sur notre canne, à la limite de briser notre équipement de pêche jusqu'à temps que l'inévitable arrive, c'est soit qu'une section de la canne à pêche va briser ou à ce moment-là, le fil va casser, laissant nos dollars au fond de l'eau. Donc, évidemment, il n'y a rien de plus désagréable que ça.
Il y a des espèces de poissons qui sont un peu, je dirais, enclins à ce que le pêcheur s'enrape ou se prenne autant dans la végétation que dans les billots de bois ou dans les roches. C'est des poissons qui aiment les structures, qui aiment se cacher derrière une roche, qui aiment se cacher dans la végétation, comme les brochets, les masquinongés. Les achigans aiment beaucoup les différentes structures pour se cacher. Et c'est tout un défi que le pêcheur a d'être capable d'envoyer son leurre pour taquiner ces poissons-là sans qu'à tout bout de champ, ils se prennent au fond ou ils s'accrochent dans une structure. Alors, ce que je vous présente aujourd'hui, ce sont les cuillères anti-joncs. Parce qu'évidemment, plusieurs poissons aiment se cacher dans la végétation. Les nénuphars, entre autres, les potamots, toutes les plantes aquatiques que l'on connaît, qui fait en sorte que quelquefois forment un véritable tapis vert, rendant la vie du pêcheur les plus misérables. Alors, habituellement, une cuillère anti-jonc est composée, évidemment, de la cuillère en tant que telle. Ici, on parle de cuillère ondulante, d'un hameçon sous-jacent, mais également muni d'une tige de métal, ici, faisant en sorte que ça protège la pointe de l'hameçon, faisant en sorte que la végétation arrive sur la tige en tant que telle, glisse sur la tige pour, comme un peu, clairer la pointe de l'hameçon pour que le leurre puisse voyager dans la végétation sans s'y prendre. Donc, un pêcheur, par exemple, qui aime les structures et la végétation, à la recherche de poissons qui aiment s'y camoufler, doit avoir une cuillère anti-jonc dans son coffre. Un autre modèle que j'aime bien, la fameuse cuillère ondulante qui imite un peu la peau d'une grenouille. La grenouille léopard, même brune pour la grenouille des bois. Encore une fois, une belle cuillère ondulante, mais ici, elle est munie de deux petites broches adjacentes à l'hameçon, qui fait en sorte qu'encore une fois, le même principe, la végétation glisse sur les deux petites broches, permettant ici à la cuillère de voyager dans la végétation sans s'y prendre. Et si jamais un poisson venait mordre, bien à ce moment-là, la gueule du poisson écrase les deux petites broches en tant que telles, ici faisant en sorte que la pointe de l'hameçon devient fonctionnelle et est capable de ferrer le poisson tant recherché. Donc, des petites cuillères, pas tellement dispendieuses, qui sont un ajout indéniable aux pêcheurs qui aiment pêcher dans des lacs un peu plus eutrophes à eau chaude où la végétation est omniprésente. Mon coup de cœur, cependant, est ici à la Timber Doodle, une petite cuillère ondulante de la compagnie Mepps, qui laisse descendre sous son ventre une petite aiguille. La petite aiguille sert ici à empaler un genre de leurre de plastique, si je me permets de le démontrer avec vous. Et vous devez vous demander à quoi cela va-t-il servir. Mais mon leurre de plastique, je vais venir carrément l'accrocher à l'hameçon sous-jacente et c'est mon leurre de plastique qui fait office ici de protection anti-jonc. Donc, j'ai un amalgame de cuillères de métal avec un leurre souple qui fait en sorte que l'agencement des deux fait en sorte que mon hameçon est protégé et je peux pêcher dans les endroits où la végétation est très dense. Et je termine évidemment avec un leurre pour les zones un peu plus profondes. J'ai quand même ce qu'on appelle un gratteur de fond, j'ai mon bas de ligne et j'ai un harnais ici pour pêcher le doré dans les zones de végétation. Ce que j'ai fait avec mes deux petites hameçons, bien j'ai empalé un leurre souple encore une fois et j'ai caché la pointe de mon hameçon à l'intérieur du leurre, ce qui fait que mon leurre est capable de circuler dans la végétation sans que les pointes soient apparentes pour ainsi se prendre dans la végétation. Donc, c'est des petits équipements de pêche ici qui existent pour le pêcheur qui aime s'aventurer dans les zones où la végétation est omniprésente, mais où il y a souvent du beau poisson qui se cache. Je suis en train de regarder la nouvelle lunette de visée que je viens de poser sur cette carabine-là. Ça fait un très beau montage. C'est ultra léger, c'est pour un jeune. Donc, pratique, chasse au chevreuil, le recul n'est pas très violent. Mais là, il reste l'étape d'aller ajuster ça. Donc, je redonne la carabine au jeune en question, qui est accompagné de son père. Alors, son père dit hey, « Sylvain, tu vas venir avec nous au champ de tir, hein? » Je dis « Bien sûr, je vais aller vous donner un coup de main pour aller ajuster ça. » Alors, il me présente sa cible. On va aller tirer sur une feuille de papier. Là, je regarde ça. Bon, je dis, c'est pas mauvais, là, hein? Pour savoir un peu si tu groupes, pour savoir si tu as les projectiles dans le papier. Mais j'ai dit, si tu veux bien ajuster ta carabine, c'est pas la cible qu'il te faut. Premièrement, tu n'as aucun quadrillage, tu n'as pas de point de référence. Tu as seulement un X fait au crayon feutre. Et en plus, le noir ici, qui va venir se confondre avec le X de ton télescope, ce qu'on appelle le réticule,
ben ton jeune, il va perdre un peu la perspective de la cible, puis ça risque peut-être de le décourager. Puis à cet âge-là, c'est bien important, il faut les motiver, il ne faut pas les décourager. Alors j'ai dit, attends-moi quelques secondes. Alors je reviens avec ma cible à moi. C'est la cible genre officielle que l'on retrouve dans les champs de tir. Premièrement, vous remarquez le quadrillage. La cible est quadrillée au pouce. Évidemment, on parle ici du vieux système anglais. Chaque carré mesure 1 pouce. Parce que par convention, la majorité des lunettes de visée que l'on installe sur les carabines sont graduées également en pouces, surtout en quart de pouce. Donc, lorsque va venir le temps d'ajuster l'arme à feu, imaginez par exemple que les trous ici, les petits cercles rouges dans la cible, sont les projectiles de notre jeune. Nous allons pouvoir, par un simple calcul du nombre de pouces qu'il est déporté sur la droite et du nombre de pouces qu'il est au-dessus du centre de la cible, venir corriger le tir par les ajustements via les tourelles du télescope qui sont au nombre de clics. Chaque clic équivaut à 1/4 de pouce, ce qui fait qu'après 4 clics d'ajustement, théoriquement, mon projectile devrait tasser d'1 pouce, dans le bon sens évidemment. Donc, le quadrillage permet d'avoir une référence permettant de compter le nombre de clics en relation avec le nombre de pouces que je veux voir mon projectile tasser. Évidemment, tout ça doit se dérouler à 100 verges. Donc, ça nous prend un champ de tir qui a un minimum de 100 verges parce que ça va dans la convention. Si on a le typite de Gravel, par exemple, donc le Georges, qui a seulement 50 verges, bien à ce moment-là, la convention du quart de pouce au clic ne tiendra plus. On devra doubler le nombre de clics à ce moment-là, à 50 verges, pour voir le même rajustement. Mais ça, c'est une autre histoire. Remarquez également que ma cible est rouge, parce que, prenant pour acquis que le réticule, soit la croix à l'intérieur du télescope, est noir, le jeune pourra beaucoup plus visualiser la croix noire de son télescope sur un fond rouge, et ça à plusieurs types de distances. Donc, quand vous avez un jeune à la maison et que vous voulez initier le jeune au tir, amenez-le au champ de tir et munissez-vous de bons outils. Par exemple, d'une cible officialisée de couleur rouge, quadrillée au pouce, et prenez le temps de lui expliquer finalement qu'est-ce que la balistique de l'arme, la trajectoire du projectile et comment fonctionnent les tourelles d'ajustement de la lunette. C'est pour ça que je ne me suis pas gêné, par exemple, lors de notre séance au champ de tir, d'amener avec moi une photocopie d'un catalogue qui représente un peu une table de balistique. Quelle est la chute du projectile à une certaine distance pour faire bien comprendre aux jeunes que le projectile dans l'air, il est attiré par la gravité, il va avoir tendance à baisser et on ne veut surtout pas que son tir blesse l'animal, mais qu'il soit précis dans un endroit vital pour qu'il puisse le récolter sainement et proprement. Donc, c'est les principaux outils que je me permets d'apporter, tout ça pour initier les jeunes à la chasse, surtout qu'il a reçu une belle carabine, une belle lunette de visée en cadeau. J'espère que ces quelques conseils vous ont plu. Nous, on se revoit bientôt pour un autre Chasse et Pêche Express.